Salut à tous, deuxième Grand Prix de la saison et donc c'est logique, deuxième débriefing pour l'année 2013 et on va parler du Grand Prix de Malaisie. Et pour réemployer l'expression souvent un petit peu galvaudée mais là qui est exacte, il y a eu malaise en Malaisie. Salut C'est Jean-Luc. la bonne expression, Oui. salut LB, bonjour à tous. Là, c'est pas qu'on voulait mais on est obligé pratiquement de l'employer. Ça ressemble à ça. Parce qu'effectivement, dans plusieurs équipes, au moins deux d'entre elles, les discussions ont continué fort tard après le Grand Prix. Vous savez que Sébastien Vettel a gagné devant Mark Webber, que Lewis Hamilton est monté sur le podium, mais chez Red Bull, tout comme chez Mercedes, ça a fait un petit peu jaser ce Grand Prix. Alors, écoute Jean-Luc, on va aller droit au but. Donc Vettel gagne, mais Vettel gagne à la suite d'une sacrée bataille avec Webber. Et apparemment, c'est peut-être Webber qui aurait dû gagner. Par quoi on commence ? Écoute, on va commencer par le contexte un petit peu général des consignes d'équipe en matière de sport mécanique et particulièrement en Formule 1, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, il faut savoir que ça existe depuis tout le temps. Juan Manuel Fangio lui-même a décroché 5 titres de champion du monde. Sur les 5 titres, il y a 2 titres qui ont été consécutifs à des consignes d'équipe. On va parler de Jackie Stewart lors de la fameuse saison 1973 et malheureusement le décès de François Sever qui n'a rien à voir avec ça, mais là aussi c'était une consigne. François s'effaçait au profit de Jackie Stewart cette saison-là pour qu'il ait le 3e titre. La liste est longue pour ne pas parler de la série. Ronnie Peterson. Mais bien sûr, 78, Michael Schumacher pendant les 5 années. Bon, ça fait partie malheureusement du sport automobile parce qu'il y a des intérêts de l'équipe et des annonceurs. C'est comme ça. Bon, on désigne un vainqueur. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'on soit pour ce type de consigne ou contre, bon, moi personnellement au plan sportif, évidemment, je vais être contre. Et c'est ce qui aboutit à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Red Bull Renault, à la surprise également peut-être de l'écurie et des pilotes, étaient en mesure de remporter un doublé dans ce Grand Prix alors qu'on avait des problèmes de pneumatiques. On s'est retrouvé premier et deuxième avec les Mercedes, notamment celle de Lewis Hamilton, qui à un moment était très pressante et revenait derrière. On a demandé à Mark Webber, qui était le leader à ce moment-là, d'accélérer son rythme pour éviter naturellement que les 2 pilotes ne soient à la portée de Lewis Hamilton. Bon, ensuite, il le fait un petit peu. C'est-à-dire qu'il passe dans les 1,41. Ouais. Mais il fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, on arrête les 2 pilotes Red Bull pour les faire changer de pneumatique à ce moment-là. De mémoire, 42e et 43e tour. On est donc à 13-14 tours de l'arrivée. Pour leur permettre de retrouver du potentiel. À la sortie des stands, et c'est bien là qu'on en arrive, on a toujours Webber devant Vettel, serré de près. Et là, on leur dit, avec le code, on leur dit, eh bien maintenant, on a un petit problème de consommation également, apparemment, mais ce n'est pas les seuls. Le circuit est très exigeant. On dit maintenant, vous vous mettez en mode conservateur. C'est le fameux multi-21 voilà, que dit Webber. C'est voilà, ça c'est la phrase clé, le code qui dit... on assure les positions. Oui. Quelque part, on se met en position défensive, conservatrice, et on n'attaque pas. Ouais. Or, Vettel ne respecte évidemment pas cette consigne, parce qu'il voit qu'il est en mesure de prendre l'avantage sur Webber, et pour cause. Et donc, il l'attaque une première fois, il le passe, Webber réplique, enfin, ça dure 2 tours. Oui. Donc, on a D'ailleurs, dans l'absolu, c'était superbe. Enfin, c'était une bataille mais c'est pour ça que je dis, moi je suis sur le principe contre, évidemment, la consigne d'équipe. Maintenant, elles sont inéluctables. Alors Vettel, très clairement, ne l'a pas respectée. D'ailleurs, n'a pas compris sa bourde dans un premier temps. Il faut quand même savoir que les pilotes de Formule 1, c'est un pur sang. Ils ont du jus, ces gens-là. Ils ont de l'adrénaline, ils ont de la testostérone. Donc quand ils descendent de la voiture, après, évidemment, 1h30 au taquet, il ne comprend pas. Et après, il prend conscience parce qu'Adrian Newey lui dit, parce que Mark Webber lui dit, alors, et parce c'est que... glacial dès le premier terrible. instant. Là, c'est glacial. Le podium également est glacial. Et après, on lui explique les gravures. Et donc, on en arrive au communiqué que j'ai là, qui est vraiment l'archétype de la langue de bois, en disant « c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai commis une erreur ». Alors, bien sûr qu'il en prend conscience. Néanmoins, la victoire, elle est pour lui. Mark Webber se sent frustré. Et je ferai un parallèle absolument dramatique. C'est ce qui s'était produit pour Gilles Villeneuve, si vous en souvenez, si tu t'en souviens, naturellement, du terrible Grand Prix d'Imola en 82, puisque Villeneuve avait été, malgré les consignes d'équipe, et à l'époque, il n'y avait pas de radio, donc c'était des panneaux, on avait demandé à Pironi de conserver sa position, d'être 2e derrière donc, la Ferrari de Gilles Villeneuve. Pironi attaque Villeneuve, le passe et gagne le Grand Prix. Et à ce moment-là, contrairement à ce qui s'est passé là, il n'y a pas eu, de la part de Ferrari, et notamment de l'ingénieur Enzo Ferrari, de reproche à l'adresse de Pironi. Donc Gilles Villeneuve s'est senti trahi, et c'est comme ça qu'on en arrive au drame de Zolder, 15 jours plus tard, où en qualification, Gilles Villeneuve malheureusement, perd la vie parce qu'il veut absolument devancer Pironi. Donc je ne pense pas qu'on en arrive, je ne souhaite pas. Parce que là, il y a reproche quand même de Red Bull. Bien sûr, mais là c'est très clair. Contrairement, je le disais bien, parce que la situation est tout à fait comparable à ce que Ferrari n'a pas fait
vis-à-vis de Didier Pironi, c'est-à-dire lui dire « tu n'as pas respecté la consigne d'équipe, c'est pas bien ce que tu as fait, tu dois t'excuser ». Il n'y a pas eu ça du tout. Non. Là, oui, de la part de Red Bull, il y a remise des compteurs à zéro. On dit à Vettel « tu as fait une connerie, allons-y carrément, il ne faut pas faire ça, la victoire était pour Weber ». Donc les choses sont remises dans l'ordre. Maintenant, la course étant ce qu'elle est, est-ce qu'il y aura encore à l'avenir une possibilité pour l'inverse? Et est-ce que Vettel va rendre une victoire à Weber? Le dernier cas que je cite aussi de mémoire, c'est Ayrton Senna, rendant une victoire à Gerhard Berger au Japon, exactement, en 89 de mémoire, parce qu'il lui avait lui-même donné une victoire précédemment pour être champion du monde. Donc voilà, c'est de mémoire. Jean-Luc, d'accord, tu as bien exposé, mais je sens qu'on peut connaître ton avis profond un petit peu plus. Est-ce que tu as été choqué par ce qu'a fait Vettel? Ou est-ce que quelque part, ça te semble pas si anormal que ça? Moi, en tant que spectateur privilégié, on va dire, de la Formule 1, j'ai été choqué dans le principe, oui, parce qu'il y a un contrat qui a été brisé, et un accord et une confiance. Je peux te dire que Weber n'aura plus jamais confiance en Vettel, de toute manière, parce que la situation, elle peut se reproduire. C'est facile de s'excuser après, quand on a pris les 25 points de la victoire, et qu'on est leader du championnat du monde avec 40 points. Donc ça, c'est facile. Maintenant, les faits, c'est ça. On ne va pas enlever sa victoire. Là, c'est interne à l'écurie, hein, donc jamais il va être sanctionné. Maintenant, de la part de Weber, donc je resterai quand même sur une défensive, et comme je le disais, ils partiront pas en vacances ensemble, c'est une évidence. Il y a une complicité qui a été brisée. Depuis la Turquie 2010. Oui, alors, à mon avis, on avait balayé la chose, parce qu'honnêtement, ce sont deux combattants, et on pouvait comprendre que dans ce contexte-là, on était en route, je le rappelle, pour le premier titre de champion du monde de Vettel, en l'occurrence. On a dû en reparler longuement. On avait, à mon avis, rangé ça quelque part dans un placard. Maintenant, malheureusement, là, je pense que c'est fondamental, je pense que c'est crucial, et je pense que même si Vettel rendait une victoire à Weber à un moment ou à un autre, je ne suis pas certain qu'on arrive à effacer. Donc je ne les vois pas continuer ensemble sous les mêmes couleurs l'année prochaine. Alors je complète ma question. Est-ce qu'un triple champion du monde, avec l'aura qu'il représente forcément, et j'aurais même tendance à faire un parallèle jusqu'à ce qu'on a vu en rallye avec Loeb et Ogier ces derniers temps. C'est possible aussi. Est-ce qu'un triple champion du monde peut se voir quand même notifier une sorte de consigne, quelle qu'elle soit? Ou est-ce que dès le début, ça n'est plus possible vu son statut? Écoute, moi je pense que c'est très difficile de se mettre toujours pareil, de juger. À la place de Christian Horner, j'aurais dit, écoutez les gars, je veux les deux voitures à l'arrivée. Je veux les deux voitures à l'arrivée. Ce qu'on a dit très longtemps chez McLaren, à l'époque de Senna et Prost, etc. Et également, on fait toujours ça chez McLaren. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de consigne d'équipe. Ou chez Williams. Rappelle-toi de l'époque entre Piquet et Mansell, où ils se bataillaient comme des chiffonniers. Il n'y avait pas de consigne. On leur demandait, ramenez-nous les voitures à la maison. Donc là, la consigne, c'est ça. Soyez intelligents, les gars. S'il y en a un qui fait une connerie, on le sanctionnera après. Donc voilà, moi j'aurais dit ça. Maintenant, heureusement que tout le monde ne suit pas les consignes d'équipe, sinon on n'aurait pas eu ni ce débat, ni cette course-là. Et on va venir à Mercedes, je pense. Tu vas me parler de Mercedes, évidemment. Bon, alors oui, on va enchaîner avec la deuxième équipe qui défraie un petit peu la chronique. Ça, je me permets de te dire que, c'est pas que je m'y attendais, enfin je ne suis pas le seul, mais on est dès le deuxième Grand Prix et déjà on était curieux de voir comment ça allait se passer en interne. Parce qu'il y a à la fois les deux pilotes, puis il y a même une restructuration interne. Enfin, tout ça, à mon avis, est un petit peu mêlé quand même. Alors, Rosberg demande à un moment donné à dépasser Hamilton, car il le dit, je suis plus rapide que lui. Voilà. La réponse de Rosberg, c'est une des phrases du week-end. Négative, Nico, négative. Et pas qu'une fois, deux fois, au moins, voire trois. Bon, donc ça tombe, c'est sans appel, tu restes derrière. Bon, là aussi, t'es choqué ou t'es pas choqué? Alors écoute, oui, je suis choqué parce qu'encore une fois, la consigne d'équipe, je n'approuve pas ce type de management, si tôt dans la saison, etc. Surtout si à ce moment-là, Nico Rosberg a peut-être encore la capacité de rejoindre les Red Bull devant. Donc je me dis que c'est peut-être une erreur. Maintenant, quand tu le replaces dans le contexte, c'est pour ça que c'est toujours difficile de choisir à la place des autres. Mercedes n'a jamais réalisé de Grand Prix aussi brillant que celui-là. Depuis 2010, ça fait 3 saisons, on a la capacité d'avoir un pilote sur le podium, lequel, bon, en l'occurrence Hamilton, et d'avoir un autre pilote, donc de marquer un maximum de points. Moi, je me mets à la place, effectivement, dans ce cas-là, de Ross Brown, qui veut absolument ramener ces deux voitures à l'arrivée. Alors, dans quel ordre? C'est toute la question. Est-ce qu'il n'y a pas, la question sous-jacente que tu veux me poser, est-ce qu'il n'y a pas un avantage à Hamilton, qui lui est champion du monde? Ça tombait pas bien quand même qu'Hamilton soit devant? Oui, c'est clair que ça tombait plutôt bien. Est-ce que la consigne eût été la même si jamais Rosberg s'était trouvé devant Hamilton et qu'Hamilton, derrière, avait klaxonné en disant « Laissez-moi passer, je suis plus rapide que Rosberg ». Est-ce qu'on aurait eu le négatif Lewis? Ça, je n'en sais rien, mais on aura peut-être l'opportunité dans le cours de la saison de voir si ça peut être le cas. Parce que Jean-Luc, les consignes, elles peuvent aussi s'appliquer à deux niveaux. On peut effectivement dire à Nico, tu restes derrière Hamilton, mais on pourrait peut-être dire aussi à Hamilton, eh bien oui, effectivement, laisse passer Nico.
Bien sûr. On ne le dit pas, là. Hein, non, on ne le dit pas. Oui. Non, je suis d'accord. C'est une évidence que s'il y avait une capacité d'aller chercher l'une des Red Bull, et en l'occurrence, finalement, c'est celle de Weber, puisque Vettel était passé, il y avait peut-être une occasion de le tenter. Et là, c'eût été encore mieux que terminer 3e, de terminer 2e. Donc voilà. Mais maintenant, les décisions, elles se prennent dans la seconde. C'est de la Formule 1. On a très, très peu de temps pour réagir. On a voulu geler les positions et on a imposé, j'allais dire, une chape de plomb, comme Ferrari, le même Ross Brown l'imposait à l'époque chez Ferrari. Je suis obligé de faire le parallèle à Rubens Barrichello au détriment de Michael Schumacher. Ou à l'avantage de Michael Schumacher. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, ça nous promet peut-être quelques grands prix là très bientôt où ça sera un petit peu chaud, peut être chaud quand même. Hein, si la situation reste en l'état, parce qu'attention, n'oublions pas que les Ferrari n'étaient pas là, et je pense qu'avec Alonso au milieu, ça aurait changé beaucoup de choses. Bon. Alors je voulais quand même te poser, avant de parler d'Alonso et de Ferrari, est-ce que chez Lotus, à 1 degré moindre, tu t'es pas un peu étonné que, oui, Grosjean est terminé devant Raikkonen? Non, là, il n'y a pas de polémique. Écoute, Raikkonen avait manifestement détruit l'équilibre de sa voiture dans le début du Grand Prix. La voiture ne marchait pas bien sur la piste humide, donc manifestement celle de Romain Grosjean était plus performante, et lui aussi l'était. Il avait retrouvé une voiture dans laquelle il avait confiance. On a laissé, à juste titre d'ailleurs, les pilotes mener leur course, même si à un moment ils se sont trouvés ensemble. C'est logique que Romain, avec une monoplace plus performante, termine devant Raikkonen, qui, de surcroît, il y a eu le dépassement de Hülkenberg, imparable pour Romain, et là on a compris que Romain était vraiment dans un bon jour, et en revanche très difficile pour Kimi, donc on a bien compris, on a laissé les choses se faire, c'est très bien. Bon, Raikkonen qui est toujours quand même 2e au championnat du monde, 9 points derrière Vettel. Vettel évidemment commence même à s'envoler, puisqu'Alonso, tiens, 22 points de retard déjà, hein, quasiment un Grand Prix. Alonso, alors oui, donc ce petit accrochage qui me semblait être de sa responsabilité quand même, puisque c'est pas lui qui est derrière, il accroche, l'aileron qui penche et puis qui explose entre guillemets. Alors, fallait-il s'arrêter? Oui, bien sûr. Au vu de ce qui s'est passé, oui, il fallait s'arrêter à l'évidence. On a pensé, nous aussi, qu'il allait s'arrêter. Maintenant, le problème, c'était que la piste était mouillée à Lens, à Séchant, et on s'est peut-être dit chez Ferrari, et lui aussi, c'est peut-être dit dans sa tête, lui, il ne le voit pas, son aileron, il a les infos, mais bon, il se dit ça tient à peu près, pour le moment ça va. Il faut rappeler qu'il y avait l'autre ligne droite de retour dans laquelle la monoplace était bien comportée. Il se dit, je vais maintenir les autres derrière, je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais c'était probablement trop loin, puisqu'on a vu que même ceux qu'on a arrêtés, c'était le cas de Vettel, au 5e tour, c'était encore trop tôt. Donc il aurait fallu emmener au moins jusqu'au 5e ou 6e tour, et à mon avis, la Ferrari n'aurait pas tenu. Mais bon, là-bas, perdu, Paris tenté, Paris perdu, effectivement, avec la moustache avant qui passe sur les roues avant, et là c'est le cas. Il aurait pu emmener Weber d'ailleurs dans l'histoire. À ce moment-là, il aurait pu tirer tout droit et emmener Weber. Bon, c'est la course. Donc, mauvaise opération pour Alonso. Cela étant, lui-même doit bien constater que Massa est redevenu très performant. Hein, ne serait-ce qu'en qualif. Massa a été solide. Massa a bien exploité la Ferrari. Est-ce qu'Alonso aurait fait mieux? Probablement un petit peu mieux, parce qu'il a quand même un talent exceptionnel, surtout dans des conditions d'adhérence précaires. Je rappelle que l'an dernier, le Grand Prix de Chine, le Grand Prix qu'il avait remporté sous la pluie également. Alonso? Oui, Alonso. Malaisie. La Malaisie. La Malaisie, la Malaisie, il y a un an. Donc c'était dans des conditions également qui étaient d'adhérence extrêmement précaires et de changement, une espèce de loterie. Donc Alonso, il n'a pas son pareil. Sauf là, mais pour exploiter les situations en course et pour tirer le meilleur de la monoplace et de l'endroit où il se trouve. Donc probablement, il aurait fait mieux que Massa. Oui, lui, il dit quelque part, peut-être entre les Mercedes et les Red Bull, mais bon. Bon, un petit joker quand même, utilisé par Alonso. Oui. Comme tu le dis, l'écart, là, il commence à être vraiment très important. 18 points contre 40, ça commence à faire beaucoup. C'est presque une victoire d'écart. Hein. Tiens, je reviens sur une des images, on parlait tout à l'heure de Mercedes. Hamilton qui s'arrête chez McLaren pour son premier arrêt. Bon, on en sourit. Mais enfin, sourit, c'est vrai. C'est une image rigolote parce qu'effectivement, c'est la force de l'habitude. Comme il a fait toute sa carrière chez McLaren, en Formule 1, mais même avant, etc. Donc, il est tellement habitué. Il voit cette équipe, lui aussi, il est un peu sous la pression, etc. Il s'arrête là. Mais c'est rigolo de voir les mécanos qui font un petit peu le geste des policiers quand ils sont à un carrefour. Aller circuler, il n'y a rien à voir. Et hop, il sort. Et c'est même pas l'équipe d'après. D'ailleurs, c'est encore un peu plus loin. Bon, c'est marrant. Et puis, sa copine qui est dans le stand, qui voit ça sur l'écran et qui est... Bon, il aurait peut-être j'ai l'impression, au vu de quelques déclarations d'après-course, qu'il a été un peu vexé qu'on lui dise. C'est normal, c'est un gag, quoi. Là, c'est un gag. Il est un peu ridicule, le mot est trop fort, mais il est un peu. Il s'est loupé, voilà. Il est un peu à côté de la plaque. Il est vexé qu'on l'en parle, bien sûr.
Sur un terrain qui peut-être lui était favorable, moi je dis bravo à Hülkenberg, quand même dans les points. Solide, finalement. Oui, solide, puis rugueux en course, mais correct. Viril, mais correct, voilà, c'est le mot. Bon, les McLaren, c'est toujours pas vraiment ça, même si Pérez signe le meilleur tour en course, c'est déjà ça, et qu'il est dans les points 9e. Button, il a eu 2 problèmes, donc il a eu ce problème apparemment de pistolet de la roue avant droite cette fois-ci. On l'a ramené dans les stands, il a perdu beaucoup de temps, et puis après il a eu ce problème apparemment de vibration sur la roue avant gauche, tellement violente que ça a engendré peut-être des probabilités de rupture de suspension, et l'équipe a préféré l'arrêter. Et Jean-Éric Vergne, à un moment donné, je le voyais mal parti parce qu'il s'était accroché avec Charles Pic dans les stands, donc on imagine qu'il a perdu beaucoup de temps, qu'il y aura peut-être même une pénalité qui tombe. Finalement, l'arrivée, il est 10e. Il est 10e avec une stratégie à 3 arrêts, il faut le souligner également, c'est-à-dire comme les Lotus Renault, donc stratégie bien tentée. Bon, c'est clair que le temps qu'il a perdu dans le stand avec cette mauvaise manœuvre de le chargé de la sucette, c'est classique quand même. Avant de relâcher le pilote, on s'assure qu'aucun pilote n'arrive derrière. Or, malheureusement, c'est entre les 2 Français. Charles Pic est arrivé pour ravitailler et lui aussi a perdu du temps. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est un incident, 10 000 dollars de pénalité. Oui, c'est le minimum. Et Jules Bianchi, moi, qui continue de m'épater. Alors évidemment, le résultat brut est encore formidable. 13e, à se demander si les points sont vraiment pas envisageables bientôt. Mais en tout cas, quelle solidité. Et puis bon, il a tout de suite trouvé un rythme qui est vraiment... Écoute, il fait le boulot, il confirme jusque-là, encore une fois, on va encore attendre 1 ou 2 Grands Prix, mais vraiment tout ce qu'on pensait de Jules, qui est un pilote rapide, qui est un pilote solide, et qui est un pilote qui ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que là, il exploite le matériel dont il dispose. Bien sûr que dans sa tête, de temps en temps, il doit se dire, mais pas quand il est dans le baquet, si j'avais une Force India, j'aurais été dans les points à 2 reprises. Mais bon, 15e, 13e, comme tu le dis très justement, la porte des points n'est peut-être pas loin, avec des circonstances qu'il saura exploiter, n'en doutons pas, et l'équipe Marussia qui se débrouille pas mal du tout. Tiens, Force India, tu viens de les citer, dernière équipe finalement dont on va parler. Moi, en regardant les qualifs samedi matin, à un moment donné, je me suis pris à espérer que Sutil allait réaliser la pole position au vu et au su de tout le monde, au nez, à la barbe de tout le monde aussi. Et puis alors en course, par contre, là, ça a été la douche froide. Ils sont retombés bien. Alors, est-ce qu'on a choisi des options de réglage qui n'étaient pas les bonnes en fonction ? Est-ce qu'on a tablé sur plus de pluie ? Tu sais qu'il y a toutes les histoires d'appui, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on a dû aller dans une direction qui n'était pas la bonne, probablement, et qu'on a perdu l'efficacité remarquable de la Force India. En l'occurrence, on a dégradé ses performances, ou alors on s'est loupé. Mais je pense qu'on a anticipé une situation qui n'était pas celle-là, et que les pilotes ne disposaient pas du matériel, parce que c'est vrai que c'est décevant par rapport à ce qu'ils ont montré lors du premier Grand Prix. Donc on peut s'attendre à beaucoup mieux à l'avenir. Mais bon, Sutil quand même, qui reste aussi là pour le coup, il termine pas. Voilà. Parce qu'il y a eu un problème, on ne sait pas trop quoi, mécanique sur les 2 monoplaces. Il les arrête toutes les 2. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, qui quand même n'a pas globalement raté son comeback. Non, c'est clair. Non. Et Di Resta, je pense, a bien compris il a affaire à très forte partie, c'est clair. Bon, écoute Jean-Luc, je te propose de nous arrêter là, mais c'est vrai que les conséquences peut-être de la Malaisie, on n'a peut-être pas fini d'en parler. Je pense qu'il y aura des suites. Alors, on en parlera dès le Grand Prix de Chine, c'est dans 3 semaines, il y a un petit mini-break là dans le calendrier. On vous rappelle que vous pouvez toujours suivre les Grands Prix sur motorstv.com avec nos amis et partenaires de f1-direct.com. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce rendez-vous que vous appréciez toujours autant. On vous remercie. Merci Jean-Luc. Merci David. Et à bientôt. Salut à tous.